La saison de hockey est terminée, mais l'été n'est pas de tout repos pour Chloé et ses amis. Amour, amitié et embûches sont au rendez-vous dans les nouveaux épisodes de Premier Trio. À voir dès maintenant, seulement sur ici-tout.tv Extra. Nous sommes le jeudi 12 juin et voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous encore ce matin, content de vous savoir à l'écoute aujourd'hui. C'est jeudi, donc Alexandra Chatska sera avec nous pour sa chronique européenne et puis on va parler de manifestations qui ont cours depuis quelques jours. Des manifestations violentes en Irlande du Nord et affrontements entre la police et des groupes armés de briques, de cocktails Molotov également. Donc, il n'y a pas qu'à Los Angeles ou dans certaines villes des États-Unis où ça manifeste. Et en Irlande du Nord, on comprend qu'il y a des débordements aussi. Alexandra va nous expliquer les raisons derrière ces manifestations. Olivier Lefebvre est à mes côtés en studio. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, on va se parler ensemble d'une grosse nouvelle. Hier après-midi, une surprise de taille. Michael Sabia, qui dirigeait donc Hydro-Québec, qui abandonne, qui donne sa démission pour s'en aller travailler à Ottawa avec le premier ministre Carney. Oui, une surprise à Québec, vous le disiez, Michael Sabia qui s'entendait très bien avec François Legault et qui quitte Hydro-Québec un peu moins de 2 ans après avoir pris les rênes de la société d'État. Il s'en va pour être dans la garde rapprochée de Mark Carney, qui a été recruté finalement par le premier ministre. Il en a été question dans une longue entrevue accordée par Mark Carney à Patrice Roy hier soir. On reviendra là-dessus. Et dans un autre dossier, dans cette entrevue, Mark Carney qui a aussi confirmé qu'il va tenir une rencontre bilatérale avec Donald Trump pendant le sommet du G7 la semaine prochaine. Selon Mark Carney, un accord sur les tarifs douaniers est possible. Il y a une ébauche d'entente économique et sécuritaire qui circule d'ailleurs entre Ottawa et Washington au moment où on se parle. Donc, on parle de négociations intensives toujours. Oui, ça doit effectivement travailler très, très fort en vue de ce sommet de Kananaskis. Et Michael Sabia quitte alors qu'il y avait et qu'il y a tellement de projets importants, de chantiers importants à Hydro-Québec. Alors, on vous reparle un peu plus tard, Olivier. Merci beaucoup. Véronique Méra est là à la météo. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, beau, mais plus frais un peu. Oui, je dirais pas froid, frais. mais un peu plus frais. Demain matin, peut-être que vous allez me dire, oui? c'est froid. C'est froid. En tout cas, les gens de l'Abitibi le diront peut-être. On a émis un avis de gel au sol du côté quand de même. l'Abitibi. J'avais pas vu ça. Oui. C'est un peu plus au nord quand même, mais on sera autour de 5 à 9 degrés demain matin dans le sud du Québec. Donc, petite fraîcheur, oui, qui s'amène aujourd'hui avec des températures plus près de 20-22 degrés. On aura encore une fois 18-20 degrés pour la journée de vendredi. On sera autour de 21-23 samedi. Ça remonte dimanche, là, 24 degrés. On aura ça et de la chaleur à venir en début de semaine prochaine, des températures un petit peu plus estivales. Mais d'ici là, il y a quelques nuages tôt ce matin. Qualité de l'air qui est acceptable pour l'ensemble des secteurs, mais c'est pas impossible qu'on ait quelques heures de fumée ce matin. Sud du Québec, Outaouais, nord du Saguenay, là, quelques heures seulement. Par la suite, les vents vont chasser tout ça parce qu'on aura encore des vents secteur ouest, 30-50 km à l'heure aujourd'hui. Donc, quelques nuages ce matin. Ensuite, ça variera, variable, nuageux avec éclaircies. C'est pas une journée qui est gâtée. Là, on parle pas de mauvais temps. Côté précipitation, il pourrait y avoir quelques petites averses tôt ce matin vers les Laurentides. Pour ce qui est de la journée de demain, elle sera belle. La tendance sera au dégagement aux endroits où c'est plus nuageux cette nuit, comme l'Estrie et Québec, 18-20 degrés. Moins venteux demain. On ramènera des averses dans la nuit de vendredi à samedi et ça peut déborder très tôt samedi matin. Ciel assez gris et en journée, amélioration avec une belle journée pour dimanche. C'est le scénario pour la fin de semaine. On parlait de l'Abitibi et de cette possibilité de gel la nuit prochaine. Le minimum est de 1 degré. En attendant, pas plus que 11 aujourd'hui, sous les nuages. Quelques averses dispersées. C'est une probabilité de 40 %. Il fera 16 demain sous le soleil. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, généralement nuageux aussi. Venteux, 16 degrés aujourd'hui. Probabilité d'averse 40 %. 30 du côté du Bas-Saint-Laurent, sous un ciel variable assez nuageux vers la Gaspésie, la Côte-Nord aussi, mais probabilité d'averse un peu plus élevée cet après-midi avec un risque d'orage autour de 60 %. Venteux également, 18-19 degrés au thermomètre. On aura davantage de soleil dans l'est du Québec demain. On retrouve des conditions variables sur le nord de l'Ontario. La tendance est à l'ennuagement vers le centre. Toronto, Windsor, plutôt
taux variable également. 25, 26 degrés. C'est du 15 à 17 sur le nord et le centre. Et Ottawa, nuages éclaircis. On a des vents assez présents et les températures seront dans la jeune vingtaine aujourd'hui. Dans l'ouest, ça demeure nuageux à Vancouver. Probabilité d'averse 40 donc il n'y a pas de grosse pluie. Des avis sur la qualité de l'air en vigueur dans plusieurs secteurs dans les prairies, autant du côté d'Edmonton, Calgary, Regina, nord du Manitoba aussi, sous un ciel assez enfumé vers Edmonton et Calgary. Même chose pour Regina. 18-19 en Alberta, 25 sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, avec des pluies à venir quand? Au cours de la journée de samedi, pas avant. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. The Pacers dream of their first NBA title very much alive. They're 2 wins away On from parle de la finale, la grande finale de la NBA au basketball. Olivier Pellerin, bonjour. Bénédicte Mathurin, le Montréalais, qui a joué tout un match numéro 3 lors de cette finale de la NBA hier soir. Oui, c'était un match à la hauteur pour Bénédicte Mathurin, pourtant qui n'est pas parmi les partants des Pacers de l'Indiana, mais qui est toujours capable, dès son entrée du banc, d'y aller d'une étincelle avec les Pacers. Et c'est ce qui s'est passé hier. En fait, c'est surtout les joueurs qui sont venus en relève au cours de la rencontre qui ont justement lancé l'équipe. TJ McConnell et Bénédicte Mathurin ont été très bons hier. Mathurin a été le meilleur marqueur d'ailleurs de son équipe. Il a terminé le match avec 27 points. Ça, c'est exceptionnel pour lui. Il se dit très motivé depuis le début de cette série finale. Il dit être très confiant en ses moyens. Il sait qu'il est capable de marquer. Hier, il est passé de la parole aux actes pour permettre aux Pacers de remporter le match 116-107 hier. Donc, les Pacers qui prennent les devants 2-1 dans cette série. C'était le premier match aussi à la maison des Pacers hier. Donc, il y avait peut-être un peu de ça aussi dans l'ambiance de la foule qui a porté l'équipe. Dès le début du match, d'ailleurs, l'équipe avait de la difficulté en première mi-temps à se mettre en marche. Hier, ça s'est bien fait dès le départ. Ils ont d'ailleurs terminé la mi-temps avec une avance de 4 points sur le Thunder. Et donc, bonne performance pour eux. Ça se poursuivra lors du match numéro 4. Et peuvent-ils mettre de la pression sur la meilleure équipe, faut-il le rappeler, de la NBA? Le Thunder d'Oklahoma City hier, qui a eu la difficulté à marquer, entre autres, chez Gilgeous-Alexander, qui a été limité. Et là, je mets le mot limité entre guillemets à 24 points hier. Il nous a habitués à des matchs de 30 points et plus depuis le début de cette série finale. Donc, c'est peut-être une partie de la réponse sur les raisons de cette victoire hier des Pacers qui ont été très bons défensivement aussi, très bons à l'attaque, mais en défense aussi. Donc, belle performance pour eux et pour le Montréalais Bénédicte Mathurin. Parlons de tennis. C'est jour de rentrée pour Félix Auger-Aliassime à Stuttgart. Oui, effectivement, il aura son match aujourd'hui contre le Français Giovanni Mpetshi-Péricard. Premier match pour lui à Stuttgart. Félix Auger-Aliassime qui avait droit à un laissez-passer lors du premier tour. Il tentera peut-être d'imiter, entre autres, Gabriel Diallo, qui fait très bien, lui, au tournoi de Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Hier, il a accédé au quart de finale grâce à une victoire en 3 manches face à l'Australien Jordan Thompson. Il a fait face à des balles de match qu'il a sauvées au cours de ce 3e set avant de filer avec la victoire. Donc, quart de finale pour lui. Il croisera le fer avec le Russe Karen Khachanov lors du prochain tour. Et il y a aussi Carson Brandstein qui a bien fait. Elle a battu la tête d'affiche numéro 1, la Russe Lyudmila Samsonova, qui avait battu l'année dernière, en finale, Bianca Andreescu. Et là, c'est une surprise de voir la Canadienne remporter ce match hier. La Canadienne qui est 231e au monde. Une victoire en 3 manches face à Samsonova. Donc, beau parcours pour les Canadiens jusqu'à présent sur la pelouse. On espère que ça pourra se poursuivre, entre autres, pour Gabriel Diallo dans ce quart de finale et pour Carson Brandstein. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, on le disait au début de l'émission, et c'est une grosse nouvelle qui est tombée hier en après-midi, milieu d'après-midi. Le président et chef de la direction d'Hydro-Québec, Michael Sabia, qui part travailler pour Mark Carney. Olivier, donc, il s'en va au bureau du conseil privé, greffier du conseil privé, c'est ça? Oui, il sera greffier du conseil privé et secrétaire du gouvernement du Canada. Il va donc devenir, dès le mois prochain, le fonctionnaire le plus haut placé au gouvernement fédéral. Il va conseiller, en fait, le premier ministre sur la gouvernance du pays, puis en même temps superviser l'ensemble de la fonction publique. Le premier ministre Mark Carney affirme avoir choisi Michael Sabia pour son expérience en fonction publique dans le secteur de l'énergie aussi, dans les télécommunications et les transports. Mark Carney s'est aussi défendu de l'avoir volé à Québec.
Alors, c'est incroyable pour nous et pour le Canada. Alors, c'est pas un vol parce qu'il y aura des bons rendements pour Hydro-Québec, pour le Québec. On peut imaginer François Legault, le premier ministre du Québec, peut-être déçu. Il avait confiance en Michael Sabia et on est dans un moment où Hydro-Québec est en pleine transformation. Oui, parce qu'il y a quelques jours seulement, vous vous rappellerez, on a adopté sous bâillon à Québec le projet de loi du gouvernement Legault sur l'avenir énergétique pour augmenter la capacité de production d'Hydro-Québec au nom de la transition énergétique. Bien, Michael Sabia a passé un peu moins de 2 ans à la tête de la société d'État. Je vous rappellerai qu'il a succédé à Sophie Brochu, qui avait quitté son poste sur fond de désaccord avec le gouvernement Legault. Bon, il faudra donc un nouveau PDG pour faire continuer à fonctionner ces projets avancés à Hydro-Québec. Le professeur titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pinault, dit que ce ne sera pas une mince tâche, notamment dans le contexte des élections provinciales qui s'en viennent. Ça va ramener le Québec à la table à dessin parce que il faut se rappeler qu'on a des élections dans un peu plus d'1 an. Trouver un nouveau PDG, ça va prendre quelques mois, peut-être 6 mois, le temps que cette personne-là arrive en poste et prenne la possession des dossiers. Mais on va être en campagne électorale, donc en fait, tout va être à peu près gelé pour la prochaine année. François Legault, lui, Mathieu, on ne l'a pas entendu de vive voix, mais il a salué l'aigle de Michael Sabia sur les réseaux sociaux. Il a mentionné le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Il a rappelé, entre autres, la construction de nouvelles centrales électriques, l'entente de principe conclue avec Terre-Neuve et Labrador sur Churchill Falls, notamment. Il a insisté, Québec, en fait, on sent que Québec insiste sur le fait qu'il n'y a pas de malentendu avec Michael Sabia, qu'il a obtenu un poste auquel on ne dit pas non, c'est ce qu'a écrit le cabinet de la ministre de l'Énergie, Christine Fréchette. Ouais, d'autant qu'avec la nouvelle loi adoptée sous bâillon, Hydro-Québec a plus de pouvoir. Donc, effectivement, le rôle du PDG, du prochain PDG, va être important dans cette période de transformation. Et évidemment, Michael Sabia va être appelé à travailler sur de gros dossiers avec Mark Carney aussi. On pense tout de suite, évidemment, à cette relation commerciale avec les États-Unis. Oui, d'ailleurs, il y a eu des développements dans le dossier de la guerre commerciale. Hier, en entrevue avec Patrice Roy, le premier ministre Mark Carney s'est dit confiant de pouvoir s'entendre avec Donald Trump d'ici la fin du sommet du G7 en Alberta qui va s'ouvrir dimanche sur une entente économique et sécuritaire. Il y a des progrès, dit Mark Carney. Nous cherchons un accord commercial et de sécurité. On a fait du progrès, mais c'est pas fini. C'est pas fini encore. On va prendre le temps nécessaire. Pas plus, mais pas moins. Selon nos informations, Mathieu, le Canada obtiendrait des États-Unis la levée de tous les tarifs douaniers imposés par Donald Trump en échange d'une augmentation des dépenses militaires et des investissements pour défendre la souveraineté de l'Arctique, entre autres. Et même s'il compte prendre le temps qu'il faut pour négocier une entente, le premier ministre a rappelé que sa patience a des limites. Sinon, il y aura imposition de représailles, dit-il. Le premier ministre, d'ailleurs, qui n'a pas exclu l'idée aussi de participer au projet de Dôme d'Or, ce système de défense antimissile qui a été mis de l'avant par Donald Trump, même s'il ne croit pas que ce soit le prix à payer pour obtenir un accord. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. On va poursuivre avec Marie-Jeanne Dubreuil dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Marie-Jeanne. Bonjour, Mathieu. Parce que le départ dont nous parlait Olivier, le départ de Michael Sabia d'Hydro-Québec, évidemment que ça se retrouve en une de à peu près tous les médias. Oui, parce que, comme le qualifie la presse, là, ça a été un électrochoc dans le monde politique. Que dire de plus que ce qu'Olivier vient de vous résumer? Bon, ça se trouve peut-être dans les chroniques, dans les analyses. J'ai d'ailleurs un faible pour cet article du Journal de Montréal qui s'amuse à définir ce qu'est un greffier du conseil privé, le nouveau rôle de Michael Sabia, de Cossé, on peut lire dans le Journal de Montréal. Il l'a expliqué, Olivier, c'est un grand patron des fonctionnaires, donc pas de politique publique pour Michael Sabia, mais il va veiller à ce que les orientations du gouvernement soient mises en place au sein de l'immense machine fédérale. Le chroniqueur Paul Journet dans la presse estime que Sabia va apporter de l'efficacité au cabinet Carney parce qu'il a instauré un rythme de travail assez soutenu chez Hydro-Québec. Il n'y avait pas de vendredi après-midi relax du côté de chez Hydro-Québec depuis son arrivée. Et il est très qualifié, nous rappelle M. Journet, puisque M. Sabia connaît autant le public, le parapublic que le privé, avec ses 50 ans d'expérience. La Presse Plus nous rappelle les plans inachevés quand même depuis 10 ans chez Hydro-Québec. Donc, les grosses chaussures que devront chausser le successeur ou la successeur de M. Sabia. Donc, d'abord, augmenter la production avec la demande qui est en augmentation, miser sur l'éolien, la réconciliation
réconciliation économique avec les Autochtones et l'entente Churchill Falls. Donc, la prochaine personne ne chômera pas, ça c'est certain. Vous en avez parlé avec Olivier également, la préparation du G7, cet espoir de Mark Carney d'établir une entente avec les États-Unis d'ici là. Mais il y a beaucoup plus de contenu sur le G7 ce matin ailleurs dans les médias. Le Globe and Mail nous parle notamment de la longue liste d'invités qu'a Mark Carney pour ce sommet du G7 à Kananaskis. On parle du prince héritier d'Arabie saoudite, évidemment le président de l'Inde, M. Modi, mais on parle également des dirigeants du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, des Émirats arabes unis, de la Corée du Sud, du Mexique, de l'Ukraine et de l'Australie. On est beaucoup plus que le simple G7 là, avec le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, ce sera à surveiller qu'est-ce que ces invités-là pourront apporter à ce sommet. On parle également dans le Toronto Star de la tâche délicate qui attend Mark Carney, qui ne pourra peut-être pas produire ce fameux communiqué conjoint à la fin du G7. Il y aura beaucoup de rencontres à huis clos, mais selon le Star, il y aura de la place à la fois pour la franchise et du compromis. Et dans le National Post, on nous parle de la sécurité qui a été augmentée du côté de l'Alberta, là, notamment avec des pièges à ours du côté de Kananaskis. OK, quand même, Voilà. on va jusqu'au piège à ours. Le temps d'attente en chirurgie qui se retrouve également une des grands quotidiens. Oui, les Canadiens qui font face à des temps d'attente croissants pour les chirurgies prioritaires. Donc, on parle chirurgie de la hanche, chirurgie de remplacement du genou également. Et ce, même si l'arriéré causé par la pandémie de COVID-19 a été essentiellement résorbé. Ça, c'est selon une compilation de l'Institut canadien d'information sur la santé. Il y a un article là-dessus sur le radiocanada.ca, mais c'est également en une du Toronto Star et du National Post. Et à Ottawa, on est en plein milieu des deux extrêmes, je vous dirais, parce qu'en quelques années, d'un côté, le Québec a glissé en queue de peloton au Canada, tandis que l'Ontario demeure le meilleur élève. Donc, on est vraiment dans les deux extrêmes ici, du côté d'Ottawa et de Gatineau. On parle également dans les médias ce matin de la statue de Johnny MacDonald qui a été découverte du côté de Queen's Park. Elle avait été cachée par une boîte là, pendant quelques années. Ça, c'est du côté du Parlement de l'Ontario. Mais on a ajouté une plaque pour rappeler l'impact qu'il a eu sur les pensionnats autochtones notamment. Et sur une note musicale, bien évidemment, il y a plusieurs grands médias qui rendent hommage au Beach Boy, homme de musique Brian Wilson, qui est mort à l'âge de 84 ans. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Il y a encore eu des manifestations et puis dans plusieurs villes des États-Unis au cours des dernières heures. Et puis on a vu ces derniers jours, tout ça a commencé dans une partie du centre-ville de Los Angeles. Ça a parfois viré à l'émeute. Ça occupe l'attention du monde entier, mais il y a d'autres émeutes en Irlande du Nord depuis 3 jours. Des images qui nous proviennent de là. On est à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Belfast et il y a des affrontements très violents entre policiers, des groupes armés également qui ont fait plusieurs blessés, des commerces, des maisons aussi qui ont été incendiées. Alexandra Chatzka suit ça. Elle est avec nous pour nous en parler. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors, mais là, c'est on peut dire le contraire de ce qu'on voit à Los Angeles. En fait, les manifestants sont loin d'être là pour défendre les migrants. Non, ils ne sont pas là pour défendre les immigrants ou les migrants, ils sont là pour s'en débarrasser. Alors, tout a commencé dans la ville de Ballymena, à une 50aine de kilomètres de Belfast, comme vous l'avez dit, suite à une comparution pour tentative de viol de 2 jeunes garçons de 14 ans. C'était samedi soir dernier, donc dans un tribunal local de Ballymena. C'est une ville d'une 30aine de milliers d'habitants. Et alors maintenant, ils sont détenus en attente de procès. Mais lundi, il y a eu une manifestation de solidarité avec la jeune victime et contre les violences sexuelles. Mais cette manifestation-là a été rejointe par plusieurs groupes de jeunes gens violents, plusieurs masqués, criant des slogans anti-immigrants. Comme on a su que les 2 garçons, les 2 jeunes accusés étaient roumains. Alors, ils ont commencé à attaquer des maisons, des commerces présumément appartenant à des immigrants, principalement roumains, mais aussi polonais, bulgares, slovaques. C'est une ville où il y a beaucoup d'immigrants. Alors, des images apocalyptiques, des incendies, des affrontements avec la police. Et ça a continué mardi et encore hier. C'était la 3e journée. Plus de 30 policiers ont été blessés. Il y a eu une dizaine d'arrestations. Les immigrants sont terrorisés, évidemment. Des gens se barricadent dans leurs maisons. D'autres
affichent des Union Jack dans leurs fenêtres pour empêcher les émeutiers de les attaquer en disant « nous, non, nous, on est britanniques », etc. OK, vraiment des débordements et ça va assez loin là, lorsqu'on s'en prend effectivement à des résidences privées. Et les émeutes ou en tout cas des manifestations, oui, puis des émeutes également qui sont étendues à d'autres villes en Irlande du Nord, Alexandra? Oui, dans certains quartiers de Belfast, à Lisburn et quelques autres villes ont vu des émeutes un peu de moindre ampleur. C'est surtout Ballymena qui est le centre du cyclone, si vous voulez. Hier, c'était assez tragique parce que des familles qui ont été exfiltrées de Ballymena vers la ville voisine, qui est à 30 km à l'est, la ville de Larne. Et ils ont été logés dans un centre de loisirs et ce centre-là a été incendié. Ils ont dû fuir à nouveau. On a vu des images du centre qui brûlait. Les émeutes clairement racistes, anti-immigrants, qui ont été amplifiées sur des réseaux sociaux et par l'extrême droite, des images qui ont joué un rôle très important, des images des émeutes qui ont été relayées, montrées, glorifiées à répétition. Et ce n'est pas la première fois que l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni connaissent des émeutes du genre ces dernières années, mais celles-ci sont particulièrement violentes. Alors, le sentiment anti-migrant est croissant en Irlande du Nord. Il y a plusieurs facteurs. D'une part, parce qu'il y a une nette augmentation de l'immigration, effectivement, en Irlande du Nord. Juste à titre d'exemple, en 2011, 6,5% des gens en Irlande du Nord étaient nés à l'étranger. 10 ans plus tard, c'est 8,6%, donc presque 50% d'augmentation. Mais à Ballymena, c'est encore beaucoup plus. C'est 16% de la population qui est née à l'étranger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la pénurie de logements, l'augmentation du coût de la vie. Ce sont tous des facteurs qui ont, si vous voulez, amplifié ces émeutes ou favorisé ces émeutes. Ce qui est important, c'est que la colère locale a été alimentée aussi, selon les observateurs, par des réseaux internationaux d'extrême droite. Donc, il n'y a pas que l'extrême droite locale, si vous voulez. Alors, ça a été condamné évidemment par Keir Starmer, le premier ministre britannique, mais aussi par la première ministre d'Irlande, Michelle O'Neill, qui ne s'est pas rendue sur place, tenez-vous bien, en disant que c'est une région loyaliste et qu'elle, qui est républicaine du parti Sinn Féin, ça serait pas indiqué qu'elle se rende là-bas, que ça peut provoquer encore plus d'émeutes, si vous voulez. Oui, puis en quelques secondes, en terminant, évidemment que ça nous rappelle ces affrontements intercommunautaires qui ont secoué l'Irlande du Nord pendant quand même une trentaine d'années. Mais oui, 30 ans, ça a été terminé il y a 27 ans par les accords du Vendredi Saint, ces violences intercommunautaires entre les catholiques républicains et les loyalistes. Et aujourd'hui, que la première ministre hésite à se rendre parce que pendant 30 ans, ça a été quand même assez calme en Irlande du Nord. Là, que la première ministre irlandaise hésite à se rendre à Ballymena, c'est quand même assez inquiétant. Et ce n'est pas fini, je vous le dis. Les gens qui sont là depuis 20-30 ans, sur fond de crise économique, ont peur aujourd'hui, tous ces immigrants. Oui, en tout cas, c'est inquiétant, effectivement, qu'on en a assez peu parlé de ce côté-ci de l'Atlantique. Merci d'avoir fait la lumière là-dessus, Alexandra Chatzka, et on se reparle jeudi prochain. Au revoir. Bonne journée, à jeudi prochain. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radios-journaux. Bonne journée, bon jeudi.